Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinéma. Alors que Halloween approche à grands pas, nous continuons donc notre célébration du grand cinéma d'horreur classique ici sur cette chaîne. Et après avoir exploré Le Sixième Sens de Night M. Shyamalan dans notre dernière vidéo, je voulais aujourd'hui vous parler d'un film qui a littéralement changé ma perception du cinéma, L'Exorciste de William Friedkin. Alors, ce n'est pas simplement un de mes films d'horreur préférés, pour ne pas dire mon film d'horreur préféré. C'est une œuvre qui a redéfini les codes du genre et qui, plus de 50 ans après sa sortie, continue de hanter les esprits avec une puissance intacte. Allons-y. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Ma première rencontre avec l'exorciste ne s'est pas faite devant un écran, mais à travers les récits troublés de mes parents. J'étais enfant et je me souviens parfaitement de ces soirées où ils évoquaient avec un mélange de fascination et d'effroi la sortie du film en salle en 1973. Me racontaient ces histoires presque incroyables, des spectateurs qui quittaient la projection en courant, des gens qui vomissaient dans les allées, d'autres qui s'évanouissaient purement et simplement. Certains cinémas avaient dû même engager du personnel médical en prévision. Aux États-Unis, des files d'attente interminables se formaient devant les salles obscures, malgré le froid hivernal. C'était un phénomène culturel sans précédent. Pour moi, gamin, tout cela transformait l'exorciste en une sorte d'objet maudit, une œuvre interdite qui dépassait le simple cadre du cinéma. C'était devenu une légende urbaine, un mythe moderne. Évidemment, à cause de mon jeune âge, je n'ai pas pu découvrir le film en salle. Ma première vision s'est faite bien des années plus tard, à la télévision, lors d'une diffusion tardive. Et là, surprise totale, ce qui m'a le plus marqué n'était ni la tête qui pivote à 360 degrés, ni les jets de vomi verdâtre, ni même les obscénités hurlées par une fillette possédée. Non, ce qui m'a véritablement saisi, c'était autre chose. Quelque chose de plus insidieux, de plus profond, de plus dérangeant sur le plan existentiel. Nobody believed it, and nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon, she says she's the devil himself. Ce qui frappe immédiatement dans L'Exorciste, c'est son atmosphère unique, presque palpable. Le film s'ouvre sur les fouilles archéologiques en Irak, dans l'ancienne Ninive, et ses premières minutes sont absolument cruciales. On y voit le père Mérine déterrer une statuette du démon Pazuzu, le père Mérine interprété magistralement par Max von Sydow. La séquence est baignée d'une lumière écrasante, presque blanche, qui contraste violemment avec l'obscurité à venir. Ces chiens errants qui s'entretuent sauvagement sur fond de ruines millénaires, ce visage terrifiant d'une vieille femme aux yeux blancs qui surgit comme une hallucination, tout cela nous dit déjà qu'une force ancestrale, quelque chose d'indiciblement ancien et malveillant, vient d'être réveillé de son sommeil. Puis, Friedkin nous transporte à Georgetown, ce quartier chic de Washington, et là, le génie du réalisateur opère pleinement. Il filme ces rues paisibles, ces maisons bourgeoises,
ces familles ordinaires, avec un regard quasi documentaire d'un réalisme brutal. La demeure des McNeil semble parfaitement normale au premier abord. Une actrice célèbre, Chris McNeil, interprétée par Ellen Burstyn, et sa fille Regan, Linda Blair, vivent leur vie tranquille. Mais, très rapidement, des fissures imperceptibles commencent à apparaître dans ce vernis de normalité. Et c'est précisément ce qui rend l'exorciste si terrifiant. Ce n'est pas tant ce que l'on voit que ce que l'on ne voit pas. Ces bruits inexplicables qui proviennent du grenier la nuit, ce froid soudain qui envahit certaines pièces, ce visage démoniaque qui apparaît fugacement dans certains plans, si brièvement que l'on doute de l'avoir vraiment aperçu. Friedkin maîtrise l'art de la suggestion. Il sait que notre imagination est bien plus puissante que n'importe quel effet spécial. Cette approche, ce suspense lent et méthodique qui s'installe progressivement, est infiniment plus dérangeant que n'importe quel jumpscare gratuit. That thing upstairs isn't my daughter. Now I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! Il y a dans l'exorciste des moments où le mal se manifeste sans avoir besoin de recourir au surnaturel explicite. Ces scènes sont peut-être les plus perturbantes du film. Je pense notamment à cette réception mondaine chez les McNeil. Tout semble se dérouler normalement, conversation polie, verre de vin, ambiance sophistiquée. Et soudain, Regan descend en chemise de nuit et, devant tous les invités pétrifiés, urine sur le tapis du salon. Cette scène est d'une force incroyable, précisément parce qu'elle montre l'irruption de l'inexplicable dans le familier. La destruction brutale des conventions sociales, le chaos qui commence à s'emparer de ce qui était ordonné et prévisible. Mais Friedkin va encore plus loin dans sa représentation du malaise. Les séquences à l'hôpital, où Regan subit toute une batterie d'examens médicaux, comptent parmi les plus glaçantes du cinéma d'horreur. Pas de démon visible ici, pas d'effets spectaculaires, juste une fillette terrorisée qu'on soumet à des procédures invasives. Artériographie cérébrale, ponction lombaire, scanner, les sons métalliques des machines, les visages impassibles des médecins, l'impuissance évidente de la science face à quelque chose qui échappe totalement à sa compréhension rationnelle. Ces moments ont quelque chose d'insoutenable. Ils nous rappellent que, parfois, la réalité clinique peut être aussi horrifiante que n'importe quelle manifestation démoniaque. Friedkin nous force à affronter notre propre vulnérabilité face à l'inexpliqué. C'est précisément ce contraste permanent entre la raison et l'irrationnel, entre le visible et l'invisible, entre la science et la foi, qui fait de l'exorciste bien plus qu'un simple film de genre. C'est une œuvre totale qui interroge nos certitudes les plus profondes. All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. What's my name? Popeye Doyle. If he doesn't like you, he'll take you apart. And it's all perfectly legal, because Doyle fights dirty. You want to take a ride there, fat man? And plays rough. Anybody want a milkshake? Doyle is bad news, but he's a good cop. We're going now. Bye. How many times have I been downhearted, looked up and saw him smiling like a shining dime? Avec le recul et la maturité, j'en suis venu à considérer l'exorciste non seulement comme un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais aussi comme une œuvre profondément existentialiste et philosophique. William Friedkin était littéralement obsédé par la question du mal. Cette obsession traverse toute sa filmographie. On la retrouve déjà dans French Connection, réalisé en 1971, où Gene Hackman incarne un flic violent et ambigu, perdu dans le monde moralement gris
de la drogue. Mais c'est avec Sorcerer, réalisé en 1977, son remake du Salaire de la peur, que Friedkin pousse cette exploration à son paroxysme. Dans ce film injustement méconnu à sa sortie, le destin pèse sur les personnages comme une malédiction inéluctable. Chaque décision les rapproche de leur perte. Cross that bridge, and you're gonna guide me, because I can't do it alone. Dans L'Exorciste, le mal n'est pas simplement une entité démoniaque qui possède une enfant innocente. C'est une force cosmique, impersonnelle, une force qui déstabilise absolument tout sur son passage. La raison humaine, la foi religieuse, les liens familiaux et l'autorité médicale. Ce qui fascine chez Friedkin, c'est qu'il ne cherche jamais à donner des réponses faciles ou de rédemption bon marché. Son propos est de montrer comment le mal surgit dans nos vies ordinaires, sans logique apparente, sans justification morale, et comment nous tentons désespérément de lui faire face avec nos propres fêlures, nos doutes lancinants, notre douleur existentielle. Le personnage du père Damien Karras, incarné par Jason Miller, est à cet égard absolument central. C'est un prêtre en pleine crise de foi, rongé par la culpabilité après la mort de sa mère qu'il n'a pas su assister. Il est aussi psychiatre, donc coincé entre deux systèmes de croyances, la religion et la science. L'exorcisme final n'est pas qu'un combat contre une force externe, c'est aussi, et peut-être surtout, une lutte intérieure. Karras doit affronter ses propres démons, au sens figuré et littéral, pour espérer sauver Regan. Il n'y a pas de leçon morale claire dans L'Exorciste, pas de triomphe définitif du bien sur le mal, juste une bataille acharnée, douloureuse, contre quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et cette humilité face au mystère du mal est ce qui rend le film si puissant, si honnête. The one hope, the only hope, The Exorcist. Le succès colossal de L'Exorciste, devenu le film d'horreur le plus rentable de l'histoire à l'époque, a inévitablement engendré des suites, avec des fortunes diverses pour le moins. 4 years ago, The Exorcist shocked the world. Now, the struggle between good and evil goes on. Exorcist 2, The Heretic. L'Exorciste 2, l'hérétique, réalisé par John Boorman en 1977, est considéré par beaucoup comme l'une des pires suites jamais produites. Friedkin lui-même l'a publiquement désavoué. Le film part dans des directions ésotériques bizarres, avec un Richard Burton qui surjoue dans le rôle du père Lamont qui enquête sur l'exorcisme de Regan. Honnêtement, c'est un film étrange, souvent involontairement comique, qui trahit complètement l'esprit de l'original. Cependant, je dois admettre qu'il possède une qualité visuelle certaine, avec ses scènes magnifiques d'exorcisme en Afrique, ses nuées de sauterelles, et aussi une ambition psychédélique qui peut intéresser les amateurs de curiosité cinématographique. Mais, comme suite à L'Exorciste, c'est un échec retentissant. That man in the isolation tank. You know, the one you looked in on. The police brought him in here 15 years ago. The
thing is, Lieutenant, he says he's the Gemini killer. Are they calling these Gemini killings in the papers? You must get them to do that, Lieutenant. It's important. The Gemini killer's been dead for 15 years. En revanche, et c'est là que je veux insister, il existe une suite qui mérite vraiment votre attention. L'Exorciste 3, écrit et réalisé par William Peter Blatty lui-même, l'auteur du roman original, en 1990. Ce troisième volet est une œuvre radicalement différente. Blatty délaisse le spectacle horrifique pur pour nous offrir quelque chose de plus contemplatif, de plus atmosphérique. C'est presque un thriller métaphysique. George C. Scott y livre une performance magistrale, comme toujours, dans le rôle du lieutenant Kinderman, ami du père Karras, et qui était interprété dans le film de Friedkin par Lee Jacob. Ici, il enquête sur une série de meurtres rituels aux connotations surnaturelles troublantes. Le film explore la culpabilité, le deuil, la persistance du mal à travers le temps. Il y a dans l'Exorciste 3 un plan séquence devenu légendaire. Une scène d'horreur dans un hôpital, filmée en un seul long plan fixe, qui se conclut par l'un des jumpscares les plus efficaces et terrifiants de l'histoire du cinéma. Cette scène, à elle seule, justifie le visionnage du film. Pour moi, l'Exorciste 3 est un digne héritier spirituel de l'original. Il explore le mal sous un angle plus introspectif, plus mature, plus philosophique même. Et Scott apporte une humanité déchirante à son personnage, un homme ordinaire confronté à l'extraordinaire horreur. McNeil kid. Exorcism over on Prospect Street that Damien Karras did. I saw it. I watched him die. Jesus said to the man who was possessed, "What is your name?" And he answered, "Legion." Who are you? I am no one. Revenir à l'exorciste avec les années qui passent est une expérience qui se renouvelle constamment. Quand j'étais adolescent, ce qui me terrifiait, c'était le visage démoniaque de Regan, sa voix d'outre-tombe, les manifestations physiques de la possession. Le film fonctionnait pour moi comme un grand 8 horrifique, une montée d'adrénaline. Aujourd'hui, dans ma soixantaine, ce qui me bouleverse dans l'exorciste, c'est tout autre chose. C'est le visage ravagé de Chris McNeil, cette mère qui assiste impuissante à la destruction de sa fille. C'est le désespoir du père Karras, coincé entre sa foi vacillante et son besoin de sens. C'est aussi cette intuition terrible que le mal n'a pas besoin de raison d'être. Il existe simplement comme une donnée brute de l'existence. À mesure qu'on vieillit, qu'on accumule nos propres pertes et nos propres doutes, le film révèle de nouvelles strates de signification. On ne craint plus le démon grimaçant, mais le vide existentiel, la perte de sens, la souffrance sans explication ni rédemption possible. Et c'est précisément ce que Friedkin a réussi à capturer avec un talent quasi miraculeux. Il a fait un film qui ne se contente pas d'effrayer, mais qui dérange profondément, qui interroge nos certitudes, qui laisse des plaies ouvertes longtemps après le générique de fin. Véritable chef-d'œuvre d'horreur n'est pas celui qui nous fait sursauter, mais celui qui modifie durablement notre perception du monde et de nous-mêmes, et l'Exorciste appartient à cette catégorie rare. Je pense aussi que le film résonne particulièrement à notre époque, dans un monde où les certitudes scientifiques et religieuses semblent toutes deux ébranlées, où nous faisons face à des crises qui nous dépassent. L'Exorciste nous rappelle notre fondamentale vulnérabilité face aux forces qui nous transcendent. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les éditions en format physique des films mentionnés dans cette vidéo et que je possède dans ma DVD Tech.
Je commence par Sixième Sens et Sexto Sentido, édition espagnole, Blu-ray, avec son disque. L'Exorciste, dans cette édition digibook espagnole, l'Exorcista, avec l'affiche mythique, et un livre avec pas mal d'informations sur le tournage du film, qui a été un véritable cauchemar, avec pas mal de textes, de photos, des photos en couleur, des photos en noir et blanc, de voir donc William Friedkin dirigeant Jason Miller, Père Carras, le visage de Reagan et Max von Sydow dans une scène d'exorcisme, Père Mérine. Je vous montre aussi une photo avec l'exorciste au cinéma, pour la première fois. Voilà. Et le disque. Il vient ainsi, en DVD donc. J'ai aussi cette édition Blu-ray, toujours édition espagnole, mais qui vient avec la version française, avec ce slipcover, et la marée, fiche iconique, le disque avec sa sérigraphie, et pas mal de bonus sur le film, avec un nouveau documentaire de 3 parties sur la production et l'héritage du film. Je possède aussi ce coffret, The Exorcist, coffret DVD, qui vient avec les 3 films. Donc, le premier du nom, The Exorcist, avec un disque miroir. Le film de John Boorman, Exorcist II, The Heretic, toujours avec Linda Blair, et bien sûr Richard Burton. Et l'Exorciste 3, l'escalier mythique, George C. Scott. Je possède aussi l'Exorciste 3 en Blu-ray. Son disque sérigraphié. Il y a pas mal de bonus. Il y a des scènes coupées, scènes alternatives et bêtisiers. Entretien d'époque avec le réalisateur William Peter Blatty, le producteur James Robinson, et pas mal d'autres personnalités, Larry King. Voilà. Nous avons la version cinéma sur le Blu-ray aussi. L'Exorciste, Légion. Légion qui est le titre du roman original de Blatty. Carga Maldita, Sorcerer, édition espagnole, du film de William Friedkin. Remake donc du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Le Blu-ray vient aussi avec une version française. Et pour finir, French Connection, le premier qui est réalisé par William Friedkin, alors que le second est réalisé par John Frankenheimer. Édition anglaise qui vient avec ses disques bleus
Nous avons donc une édition spéciale de French Connection, de French Connection 2, voilà, et un disque de bonus. Voilà donc pour ce voyage au cœur de l'Exorciste, un film qui, plus de 50 ans après sa sortie, demeure une expérience cinématographique unique, troublante et profondément humaine dans son exploration de nos peurs les plus primitives. C'est une œuvre qui démontre brillamment que le véritable cinéma d'horreur n'a pas besoin de CGI sophistiqué ou d'effets spectaculaires, mais simplement d'un regard honnête, impitoyable même, sur nos propres zones d'ombre. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec d'autres passionnés du grand cinéma classique et surtout, racontez-moi en commentaire quelle a été votre première expérience avec l'Exorciste. Vous a-t-il terrorisé, bouleversé, transformé peut-être? Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à The Chakalak Cinéma pour ne rater aucun de nos prochains épisodes spéciaux Halloween et nos futures plongées dans les chefs-d'œuvre du 7e art. On se retrouve très bientôt ici sur The Chakalak. Merci infiniment de m'avoir écouté et salut!